j'ai commencé à Potosi il y a 20 ans comme consultante. J'ai vu que les projets ne pouvaient pas se réaliser. J'ai observé l'aide au développement avec ces centaines de milliards investis par les pays européens dans les pays pauvres. Des résultats extrêmement mitigés aussi. Et pourquoi ? Parce que simplement le pouvoir n'est pas donné à la base. La base par la base. Et ça veut dire que j'ai créé cette fondation à partir de ces femmes qui meurent à 44 ans, ces enfants qui meurent à 10 ans. Et ensuite, j'ai travaillé dans les ordures avec un millier de recycleurs d'ordures qui étaient complètement contaminés, des enfants qui mouraient, un cimetière d'enfants plus grand que le cimetière des adultes. J'ai vécu 1 mois au début avec eux pour mettre en place toute une organisation communautaire. La chose principale au début, c'est d'organiser les gens, c'est que les gens s'aiment un peu. Le mot amour est extrêmement important, c'est le raccourci pour que vraiment vous puissiez brancher les gens à l'unisson. Ensuite, j'ai travaillé dans les rues. J'ai rien voulu faire de tout ça. C'est un enfant qui m'a amené un soir, à minuit, à La Passe, dans ce tunnel où il y avait 300 enfants qui étaient drogués, qui avaient sniffé de la colle. Et cet enfant il est devenu informaticien. Donc quand vous regardez cette image, il y a la misère du monde, il y a la souffrance des enfants, mais il y a vous. Et si vous le regardez de façon misérabiliste, la misère va continuer. Mais si vous le regardez et que vous voyez vraiment au fond de lui un tout petit espace de lumière, alors c'est avec ça que vous allez travailler. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que je crois qu'avec les enfants, on n'a pas le droit d'avoir un doute. Quand les enfants sont en train de mourir, quand les situations sont catastrophiques, autour du monde d'ailleurs, cette photo, elle est symbolique parce que ça veut dire que c'était comme un serment. J'avais sorti une centaine d'enfants d'un tunnel qui venaient de vivre dans une maison. Et c'était définir les idées de cette nouvelle fondation. Ça veut dire que ces enfants-là, ils étaient dans un état physique très très difficile. La petite ne parlait pas, elle avait la gale, l'autre se mangeait des morceaux de ses bras. Enfin, des enfants qui avaient énormément souffert. Et à ce moment-là, c'était clair pour moi que c'est eux qui allaient diriger, que c'était eux les spécialistes de la misère, c'était eux les spécialistes de la souffrance. Et pas les expatriés qui, eux, gagnent 100 fois à 1000 fois plus que les locaux. Je n'ai jamais gagné un sou en Bolivie. Et cette fondation marche. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer. Voilà, ça paraît le paradis, c'est au lac Titicaca, avec un gouvernement d'enfants, une réunion de gouvernement d'enfants, un mois de travail où ils s'exercent à des tâches communautaires, à des constructions communes, ils font du théâtre, du dessin, mais surtout tout un travail intérieur. Quelques exemples de ces jeunes qui étaient dans ce cercle, c'est par exemple Mercedes, qui aujourd'hui est la coordinatrice nationale responsable légale. Je l'ai connue il y a 15 ans en prison. Elle a passé son enfance en prison pour accompagner son père. Ici, Alberto, le jour où il sortait de la mine. Et ensuite, professeur de musique, puis champion des panettones. 24 000 panettones à Noël dernier. Ici, toutes ces thérapies dont je vous parle, tout ce travail profond, du watsu, ça veut dire lâcher toutes les tensions au fond de la piscine, de l'autodéfense pour apprendre vraiment à dire non et pas plus loin, des mandalas pour reconnecter le cerveau, et puis tous ces jeunes qui étaient dans la rue, dans ce tunnel que vous avez vu, qui aujourd'hui sont des apprentis entrepreneurs qui fabriquent des milliers de crèches et qui font les petits personnages sacrés avec une grande joie. Tous ces résultats ont été possibles parce qu'il y a eu ce développement intérieur, parce qu'ils sont appuyés sur des personnes qui, à l'intérieur, se sont transformées, qui sont devenus des vrais humains, qui sont devenus capables de dire, d'exprimer, de donner leur amour aux autres. L'éducation, tous ces enfants que vous voyez, ils ne pourraient pas aller à l'école s'ils n'avaient pas du matériel scolaire. Donc ça veut dire que la vie quotidienne dans cette fondation, c'est, par exemple, aujourd'hui, c'était imprimer 20 000 comptes pour les enfants, 20 000 cahiers. C'était donner 300 papiers d'identité à des gamins qui n'en ont pas. Toute la population avec qui on travaille n'a pas de papier, n'a pas de nom. Elle n'est personne. Je demandais à un gamin de la rue, je lui disais « Qu'est-ce qui te fait le plus peur ?» Il faisait froid, il faisait -10, c'était minuit. Il me disait « Moi, c'est de mourir cette nuit, de mourir congelé comme Gustavo l'autre jour. Et personne ne le saura. »
Personne ne le saura parce que je n'ai pas de papier, je suis personne. Ensuite, comme programme, il y a programme d'autonomie alimentaire. Qu'est-ce que vous donnez à manger dans des régions comme le Cerro Rico, comme ces montagnes, ces Andes à 4500 mètres d'altitude, vous avez vu? Donc la créativité de cette nouvelle démocratie participative, de ces jeunes, on avait 12 étudiants en agronomie, et ensemble on a passé des nuits et des nuits à réfléchir. On a creusé la terre pour jusqu'à 2,50 m. C'est des serres semi-souterraines qu'on appelle des walipinas, et on a 4 récoltes par année. Et dans chaque école, on jumelle chaque école avec une serre semi-souterraine, et ils arrivent à manger des tomates, de la salade et beaucoup de légumes. Alors que sinon, il n'y a simplement rien du tout. D'où l'exode rural total. Ensuite, un autre programme, c'est les infrastructures. On a construit 212 infrastructures ou rénové 212 infrastructures. Et qui veut construire dans la mine à 4500 mètres des écoles? Personne. C'est beaucoup trop dangereux, c'est difficile. Mais les mères de famille, les femmes, ont construit une école pour leurs enfants. Aujourd'hui, il y a 100 gamins qui peuvent s'amuser et vivre là. Et vous voyez ces photos, ça paraît banal, oui, des écoles, on a 22 villages d'enfants. Mais si vous regardez les tout petits devant, même les tout petits ont été abusés. Abusés par le père, l'oncle, le frère. On reçoit des enfants dans un état absolument terrible. En Bolivie, il y a 83% d'enfants qui sont maltraités et 7 femmes sur 10 battues ou abusées. Ces photos, j'ai envie de vous les montrer parce qu'on a 120 000 bénéficiaires de microcrédit. Et je vais vous poser la question, je veux dire, comment est-ce qu'on a pu commencer? Parfois, je me dis, c'est vraiment un grain de folie particulier que j'ai pour oser commencer il y a 12 ans des microcrédits avec ces femmes dans les mines. C'est une femme, en fait, qui n'avait plus de parole, plus d'espoir, qui vivent dans la mine avec des mineurs qui sont très alcoolisés, qui meurent à 35 ans, je vous l'ai dit, qui boivent de l'alcool à 90 degrés. J'habite Genève, à 90 degrés, qui chiquent de la coca avant de descendre dans la mine et qui savent que c'est peut-être leur dernier jour. Donc ces femmes que vous voyez en larmes ici, à Aurora, aujourd'hui, ces 10 enfants étudient, elle est née, finie médecine. Et ça, c'est les microcrédits. Les microcrédits, c'est des microcrédits sans intérêt. Ça veut dire que l'intérêt est humain. Le taux d'intérêt est humain. Ils doivent rembourser en travail. Ils doivent laver les habits des orphelins, construire le dispensaire, construire l'école, cultiver les champs, avec des carnets extrêmement précis. Et puis, des microcrédits particuliers, parce que le but d'un microcrédit, c'est de réensemencer toute une économie, mais une économie de proximité où on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Ça veut dire que l'accompagnement est capital. Ça veut dire que le planning familial est obligatoire avant d'avoir le microcrédit. Ensuite, de l'autodéfense, parce que ça ne sert à rien de vouloir être entrepreneuse si vous restez esclave à l'intérieur dans une posture de victime. Et puis les soins, et c'est interdit de renvoyer ces enfants travailler dans les mines ou dans les ordures ou dans des lieux de ce genre. Merci. Et ça, c'est les entreprises des femmes. J'ai envie de vous dire, toutes ces femmes qui vivaient au fond des mines, au fond des ordures, dans des endroits absolument infâmes, regardez leur visage, regardez la transformation. Comment est-ce que la vie affleure sur leur visage maintenant? Et comment est-ce qu'on est loin des problèmes de pouvoir? J'ai un directeur d'école français, d'ailleurs, d'Auvergne, qui a passé plusieurs mois comme bénévole dans des maisons d'enfants. Il me disait, en 4 mois, je n'ai pas vu les enfants se disputer. Pourtant, les enfants, la majorité des enfants sont fruits d'un viol et ont été tabassés très régulièrement. Ce qui veut dire que la nature humaine est bonne. Ça veut dire que quand on conçoit un programme et qu'on garde les yeux rivés sur cette partie de l'être qui est bonne, alors vous allez déclencher la bonté. Mais si vous doutez et si vous faites une pédagogie, une psychologie négative, bien sûr que tout sera négatif. Et ça, c'est tous les articles qui arrivent en Europe, toutes les exportations. Sur la boutique en ligne, voilibre.org, vous trouverez tout ça. Ensuite... Et ça, c'est les entreprises. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais 21 entreprises de construction, entreprises agricoles, entreprises de poules, avicoles, entreprises de... Ça, c'est une entreprise qu'on affectionne particulièrement parce que c'est vraiment un miracle. C'est à 4200 mètres d'altitude, presque 4300 mètres d'altitude. Et toutes les femmes que vous voyez, elles étaient
Elles étaient seulement dans la mine, elles n'avaient jamais bougé. Et puis, elles vivaient vraiment la terreur là-bas. Alors qu'aujourd'hui, elles fabriquent des jouets pour l'exportation. Et elles sont aidées par tout un groupe de jeunes qui les capacitent, et de femmes aussi, dont Israël, qui est en haut à gauche. Et ce jeune, je l'ai rencontré dans les ordures il y a 15 ans. Il est devenu... Et il n'avait même pas un regard humain, il avait la tête qui tombait sur le cœur. Il était martyrisé par un père qui mourait de délirium tremens dans les ordures. Et aujourd'hui, l'éradication du travail dans les ordures est aussi terminée grâce à lui, entre autres aussi. Alors maintenant, répondez-vous. Mais quand je vous dis, vous sentez beaucoup d'amour, de l'amour toute la journée, des enfants dans les bras toute la journée, des femmes, des pleurs, des morts. Mais l'amour, ça suffit pas. L'amour, c'est bien d'être dans les bras de quelqu'un, mais c'est pas très... Ça ne met pas l'amour en action. Comment est-ce que vous allez mettre l'amour en action? Par le chant. Alors la vie m'a formée, malgré moi, en pleine carrière de cantatrice, chez un de mes enfants qui est devenu sourd profond. J'ai passé 5 ans dans le silence avec lui, j'ai arrêté de chanter une période, j'ai chanté beaucoup pour lui et mes enfants. Mais ce qui veut dire que j'ai découvert le chant profond. C'est un chant très particulier que j'ai mis en place, ensuite des techniques qui débloquent vraiment l'être et qui font que les enfants retrouvent une souplesse de tout leur diaphragme intérieur et qu'ils arrivent à cracher ce bouchon qu'ils ont en travers de la gorge, ces secrets de famille, ces papiers mouillés qui sont sur un cœur qui ne peut plus brûler, cette flamme qui est éteinte depuis longtemps, parfois depuis des siècles. Et ici, là, à gauche, je fais chanter l'air de la liberté à toute une prison. Toute une prison, des prisonniers qui sont beaucoup, certainement innocents, en tout cas, présomption d'innocence, parce qu'il y a 6 ans de retard de justice. Donc imaginez qu'il y en a beaucoup qui partent après 3-4 ans et en fait décrétés innocents. Et après, les microcrédits ont flambé. Ça veut dire que quand vous travaillez l'économie intérieure, que vous ramenez les gens à leur source, alors cette force coule et dehors, ça va venir tout seul. Mais la chose principale, c'est de reconnecter les gens à la vie, c'est de reconnecter les gens à ce don d'abondance, d'ouvrir le robinet d'amour. Sinon, on reste des épiciers ou des comptables toute notre vie, et on reste sous pression. Donc la gorge, c'est l'endroit de la créativité, c'est l'endroit qui vous permet de vraiment donner à l'autre, qui vous permet d'exprimer, de laisser couler les choses. Et tant que ça ne coule pas, ben on est malade. Alors on se fait des boules dans tous les coins, et on se demande pourquoi on est malade. Mais je pense que, vous savez, cet homme qui disait la vie est méchante. Parfois, on se dit la vie est méchante. Eh bien, l'écho, qu'est-ce qu'il a répondu? Chante. Et ici, regardez ces enfants. C'est un mystère pour moi. Des enfants qui viennent, vous avez vu d'où? Du fond de la rue, du fond de la mine, et ils réussissent leur école. J'entends jamais que les enfants loupent leur année. T'as entendu ça, non? Vous comprenez comment c'est possible? Juste parce qu'il y a de l'amour, mais pas de l'amour seulement familial, dans une petite cellule. C'est de l'amour d'une communauté. Hein? C'est le village qui permet une résilience véritable, qui décuple les possibilités de résilience, de rebondir d'un enfant. Parce que vous trouvez tous les substituts possibles. Vous aurez les frères que vous souhaitez, les sœurs que vous souhaitez, les mamans que vous souhaitez. J'avais des psychologues qui passaient et me disaient, mais c'est qui le substitut de maman? Je me disais, c'est tout le monde. C'est tout le monde. On est toutes les mamitas. Moi, tous, ils me disent maman. Tous, ils disent maman à Ophélie, papa. Et finalement, ils se fixent sur l'un ou l'autre. Mais ça veut dire que c'est une autre façon de vivre l'amour. Un amour beaucoup plus vaste. Un amour beaucoup plus universel. Et quand vous chantez, vous vous connectez à cet amour universel. Parce qu'une fois que vous avez débloqué toutes ces séparations à l'intérieur, quand les murs de Jéricho tombent, alors vous pouvez avoir vraiment cette pulsion invocante qui vous traverse, qui vous branche à la vie véritable. Et ça, c'est le travail spécifique que je fais pour faire. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche. Vous savez, quand on était esclave, donc j'ai mis en place un travail avec des bouchons. Et simplement, je leur ouvre la bouche. Où là, cette photo, elle m'aimait beaucoup parce que c'était un jour, j'étais face à tous ces esclaves, 500 personnes. Je disais, mais ils vont l'ouvrir quand? Et comme ils ne l'ouvraient pas, je leur ai dit, prenez votre doigt, essayez d'ouvrir votre bouche. Et si vous ouvrez votre bouche, vous entrez dans votre palais. Donc votre dimension royale va pouvoir affleurer. Et vous allez avoir cet espace, vous allez faire des pompes sur votre cerveau. Et après, vous comprenez quand vous chantez, pourquoi c'est si important. C'est parce que le moindre son, vous allez stimuler votre corps calleux, ce cerveau intermédiaire, qui est 20% plus grand chez les chanteurs. Ce qui veut dire que vous arrivez à passer les messages d'un côté et d'un autre, à être en communication véritable, en présence. Alors que si vous testez
en kinésiologie ou d'une autre façon, la présence des gens, corps, cœur, âme, esprit, c'est souvent très bas, c'est 20-30%. Mais vous avez un auditoire qui chante, après avoir chanté, vous êtes là, vous êtes présent. Et là, j'ai envie de terminer sur une nouvelle vraiment universelle, vous dire, c'est en Bolivie, peu importe, c'est dans le monde. Et j'en ai parlé au Conseil de l'Europe l'autre jour. Et tous les pays d'Europe étaient en panne de solutions avec la violence, la lutte contre la violence. Et j'ai envie de vous dire, ces femmes nous apportent des réponses. Ces femmes et ces enfants, dans ce gouvernement horizontal où chacun a sa place et chacun se sent la liberté de vivre comme il veut et d'apporter ses idées. Ces femmes ont quitté la mine, elles sont en ville, elles demandent justice, elles réclament justice pour leurs enfants, pour leurs études, contre les mauvais traitements. Et les résultats, c'est une grande campagne contre la violence qui marche. Mais pourquoi elle marche? Parce que quand vous luttez contre la violence, vous êtes 3 fois négatif. Mais quand vous faites une campagne pour les bons traitements, ça veut dire que vous ne stigmatisez pas les auteurs de violence. Et qu'est-ce qui se passe depuis 1 an? Les auteurs de violence, on travaille dans toutes les prisons aussi en Bolivie, hein, où on donne des microcrédits. Les auteurs de violence pleurent. Les auteurs de violence deviennent leaders de la campagne des bons traitements. C'est eux qui expliquent, par exemple en prison, quand il y a des nouveaux venus, ils leur disent « Tu touches un cheveu de ta femme ou tes enfants, c'est 15 jours au youth. » Donc c'est peut-être un peu violent sur leur façon de faire, mais au moins c'est eux qui gèrent les problèmes sociaux pour ne plus personne... Le fait que les enfants n'aient plus... Et il dit non à la violence, que les femmes aient appris à se défendre. Aujourd'hui, vous avez une société entière, c'est quand même 850 000 personnes, 1 million fin de l'année prochaine, si Dieu le veut. Ce qui veut dire que c'est un espoir nouveau et c'est surtout une façon de se dire comment est-ce qu'on continue à investir des milliards pour les handicapés, pour les exclus, pour les marginaux, alors qu'ils ne vont jamais changer si on ne leur donne pas l'autonomie. Et que si on les rend leaders, on va faire double économie parce qu'ils seront leaders et ils vont propager, eux, du bien autour d'eux, eux, des nouvelles solutions et diriger des projets en fonction du potentiel incroyable qui est notre potentiel humain et en fonction de l'amour qu'ils ont envie de donner, qui est le don suprême duquel découlent tous les autres dons. Merci.